Aujourd'hui je pars, quelle chance. En avion c'est fantastique. Avec mon père et ma mère, ma petite sœur, mon petit frère, et puis les amis aussi, Chris, Angel, Téchan et Sully. La vie serait belle, belle, avec mes tongs et mon maillot de bain. La vie serait belle, belle, aux Antilles sous le soleil enfin. La vie serait belle, belle, avec mes tongs et mon maillot de bain. La vie serait belle. La vie serait belle, la vie est belle. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 21 novembre. Nous sommes en direct sur RCJ, c'est le MAC de Lopège. On se retrouve une fois par mois pour parler de nous, pour parler de vous, pour parler surtout des enfants et des jeunes qui nous confient leur vie, le temps d'un passage dans une maison d'enfants, dans un service de prévention ou dans un service de jour. Et cette émission est très spéciale. D'abord parce qu'elle se poursuit depuis presque 1 an et que l'année dernière, lors du confinement, nous avions besoin au sein de notre institution de parler de nous, de parler de ce que nous vivions et surtout de faire parler les enfants. Et cette émission est née parce que nous voulons donner surtout la parole aux enfants et aux adolescents qui sont à nos côtés et avec qui on essaye de faire du mieux qu'on peut pour les faire grandir. Mais elle est aussi spéciale parce qu'on est sur une date anniversaire. Cette date doit parler à tout le monde, même si c'est pas qu'1 jour, c'est toute l'année, mais cette date, elle est pour nous à marquer parce que nous fêtons, nous célébrons la signature de la Convention internationale des droits de l'enfant, il y a maintenant 32 ans, si je ne me trompe pas. Absolument. Et puis on a décidé, on a choisi d'inviter Monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé en protection de l'enfance. Bonjour Monsieur Taquet. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de cette acceptation. Je suis ravi d'être là. Nous aussi, on a en plus une plage horaire qui s'est étendue grâce à nos amis d'RCJ. Je remercie, j'en profite, la directrice Sandrine Seban et son directeur général Richard Audier. On est sur une émission carte blanche, on a le droit de tout dire. Voilà, il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de contrainte, si ce n'est le temps. Mais c'est une émission où on veut laisser la parole à chacun et chacune. Alors pourquoi cette thématique ? Parce qu'elle est au cœur de nos métiers d'éducateurs, de nos métiers de directeurs, que défendre le droit des enfants, c'est aussi considérer qu'ils sont des sujets et qu'ils ont leur mot à dire tout le temps de ce qui les concerne. Et le thème du jour, pour moi, est important parce que c'est une manière aussi de faire vivre cette thématique d'actualité. Il n'y a pas qu'il y a 31 ans, aujourd'hui, et c'est pour ça que je voulais avoir votre regard et votre présence. Qu'est-ce que ça représente ? Comment ça s'anime ? Comment les jeunes le vivent ? Et on a la chance d'avoir avec nous des invités aussi exceptionnels. Bonjour Anaïs. Bonjour. Tu te présentes en quelques mots ? Bonjour, je m'appelle Anaïs, j'ai 16 ans, je suis lycéenne au lycée Camille Pissarro et je suis en première ST2S. Et je suis accueillie au sein de la maison d'enfants de Maubuisson à Saint-Ouen-l'Aumône. Depuis combien de temps ? 3 ans. Ta date d'arrivée, tu t'en souviens, je crois. Je suis arrivée le 6 septembre 2018. Merci d'être là, Anaïs. De rien. Dans cette émission, c'est ta première fois à la radio ? Oui. C'est extra. Bienvenue. Merci. Tu verras, ça se passe bien à chaque fois. Pas de souci. Amel, bonjour Amel. Bonjour Joanne. Comment ça va ? Ça va bien, très bien. Alors, qui es-tu Amel ? Alors, Amel Génaud, éducateur au château de Maubuisson maintenant depuis 8 ans. J'avais eu l'occasion de faire mon stage de 3e année lorsque j'étais en formation d'éducateur. Et donc, tout naturellement, quand j'ai eu l'opportunité d'y revenir en tant que professionnel, j'en ai profité. Et donc, c'est avec grand plaisir que j'y travaille maintenant depuis 8 ans, où j'ai pu un peu côtoyer tous les groupes, que ce soit les groupes d'âge, les groupes de vie, parce que c'est un lieu où il y a beaucoup de vie. Et c'est avec grand plaisir que je poursuis, tout de suite, toujours dans la Fondation Lopège, où je m'y sens bien. Pour nous aussi, je crois, et pour les jeunes aussi. Tu nous dire un petit peu comment ça se passe au quotidien, et toi aussi, Anaïs. Comment ça se passe dans une maison, et plus particulièrement sur cette question des droits, parce que je crois que tu aussi occupes un rôle dans la maison d'enfants. Oui, en tant que déléguée. Ok, ça m'intéresse que tu ailles plus précisément. C'est quoi être délégué aujourd'hui ? En quoi ça consiste ? Adrien Taquet. Oui. Vous avez un rôle depuis maintenant plusieurs années sur cette mission spécifique de la protection de l'enfance. Alors sur la protection de l'enfance depuis janvier 2019, où effectivement le président de la République pour la première fois a décidé de dédier un poste de secrétaire d'État, donc de ministre, dédié à la protection de l'enfance, et puis qui s'est un peu élargi avec le changement de gouvernement et le passage d'Édouard Philippe à Jean Castex, et où désormais je m'occupe de l'enfance au sens large et des familles.
parce que voilà, les sujets sont intimement liés souvent, et que ça permet de renforcer encore un peu plus une approche que j'essaye d'avoir depuis le tout début, qui est de mêler davantage prévention et protection. Voilà, parce que je pense que les deux doivent aller ensemble. Et donc je mène ces actions depuis 3 ans, voilà, pour essayer de bâtir progressivement une société de protection pour nos enfants. Voilà. Et avec beaucoup de conviction, de volonté, d'acharnement, enfin j'espère, et puis aussi beaucoup d'humilité, parce que je pense que la situation des enfants de notre pays, alors elle est bien pire dans d'autres pays, hein, et on va revenir sur la question des droits, mais quand même dans un pays comme la France, la situation de nos enfants, et je parle au-delà de l'aide sociale à l'enfance, là, je parle de tous les enfants, est pas admissible. Il y a beaucoup trop de violences, beaucoup trop d'enfants victimes de violences sexuelles, de violences physiques, beaucoup trop d'inceste, beaucoup trop d'enfants victimes de violences, de harcèlement scolaire, de cyberharcèlement maintenant. Voilà, et ça, c'est pas admissible. Et donc, quand je dis avec beaucoup d'humilité, c'est que le mal est profond, il est large, et que c'est pas, j'ai toujours dit, que c'est pas le ministre tout seul avec ses petits bras qui arriverait à résoudre tout ça, et qu'il y avait besoin d'un vrai sursaut et une prise de conscience collective, et qu'il y a un moment, c'est en faisant un sujet de société, c'est-à-dire qui nous concerne tous individuellement et collectivement en tant que peuple, en tant que nation des droits de l'homme, je vous le rappelle, et des droits de l'enfant donc, qu'on arrivera à vraiment améliorer la situation. Voilà, je veux pas plomber l'ambiance, dès le début, on va parler de choses très gaies aussi pendant cette émission, mais voilà, c'est juste pour vous dire un peu comment j'appréhende ma fonction. Je vous rejoins, c'est d'abord un sujet sérieux, et je pense qu'il faut savoir aussi le considérer comme tel. On parle d'enfants en danger, et d'enfants au sens large. Vous avez rappelé que votre spectre s'est ouvert, donc ça veut dire que c'est pas que des problématiques liées à des enfants qui ont des mesures éducatives, avec des juges qui les accompagnent et les suivent, ou des mesures éducatives avec les agents de la sociale enfance. C'est aussi une question de l'enfance au sens large du terme, et votre nomination, il y a maintenant bientôt 4 ans, est aussi un symbole, mais aussi des actes forts. Et quand vous dites c'est pas simple, il faut travailler avec tout le monde, comment ça s'organise aujourd'hui, votre secrétaire d'État? C'est quoi vos chantiers actuels? Qu'est-ce que vous avez essayé de lancer qui a réussi? Et sur quoi aujourd'hui vous essayez de lancer tout ce que vous dites, parce que ça prend du temps? Et sur quoi aujourd'hui on peut essayer de percevoir ce que vous menez, même si après tout à l'heure évidemment il y aura des vignettes de joie et des vignettes de réussite. Oui, bien sûr, et puis il y a de la joie aussi dans mon quotidien, fort heureusement. Mais écoutez, on a essayé d'ouvrir, on a ouvert, je crois, beaucoup de chantiers. Effectivement, peut-être une petite pointe de nostalgie commence à arriver, puisqu'on arrive vers la fin du mandat, la fin de ce premier quinquennat en tout cas. Et donc là, l'idée est moi je suis un peu bon élève, donc j'aime bien terminer ce que j'ai commencé, voilà. Et on a ouvert beaucoup de choses. Alors des choses, je parlais de prévention tout à l'heure, très très beau projet important autour des 1000 premiers jours de la vie de l'enfant, période de la petite enfance en fait. En France, on a eu tendance longtemps à considérer, et toujours un peu, que en fait l'enfant ne commençait à exister que quand il devenait élève. C'est-à-dire quand il passait les grilles de l'école. Mais en fait, avant de rentrer à l'école, il a déjà une existence, déjà dans le ventre de sa mère, même déjà dans le projet parental. Et puis, pendant ces 1000 premiers jours, qui vont du 4e mois de la grossesse aux 2 ans de l'enfant, 3 ans, jusqu'à la rentrée à l'école, justement. Et c'est une période de la vie où il se passe beaucoup de choses, dans son cerveau. C'est là où, en termes de développement, il se passe un certain nombre de choses. Et il faut que dans notre pays, on investisse beaucoup plus sur cette période où se creusent des inégalités développementales, cognitives et sociales. C'est Boris Cyrulnik, qui est un célèbre neuropsychiatre que vous devez connaître, qui dit, qui a coutume de dire: les inégalités sociales naissent dans le ventre de la mère. Alors non pas pour culpabiliser les mères, je vous rassure, mais pour dire cette reproduction qu'il y a sur les inégalités sociales de génération en génération dans notre pays. Il faut 5 à 6 générations dans notre pays pour sortir de la pauvreté. Et donc investir sur cette période de la vie, c'est lutter pour l'égalité des chances, c'est lutter en faveur contre ce qu'on appelle les inégalités de destin. Voilà, c'est de la prévention pure, et c'est ça qui peut espérer c'est ce qu'on appelle l'investissement social. En investissant là, on peut éviter que des situations parfois se dégradent et qu'il faille en arriver parfois à recourir à des mesures de protection, par exemple. Bon. Donc ça, il y a un gros investissement là-dessus. C'est un chantier passionnant. On l'a ouvert, c'est la première fois en France qu'il y a ce virage préventif comme ça. Et il faut que ça...
je veux dire, si ce n'est pas soutenu par les gens qui me succéderont, et puis par les professionnels, et en fait les professionnels ils n'ont pas attendu les politiques là-dessus, donc moi je leur fais confiance, eux ils continueront à le faire si les politiques ne veulent pas, mais ce que je veux dire c'est que sur tout ce dont on parle là, toutes ces politiques-là, qui ont trait à l'enfant, s'il n'y a pas un peu de constance dans l'investissement que l'on y met, et notamment l'investissement politique, c'est de l'investissement à fond perdu, quoi. Voilà. Et donc, il est important qu'il y ait de la constance et de la pérennité dans les investissements que l'on fait. Donc, il y a ça. Et puis, le gros et puis après, je vais vous rendre la parole, là, parce que je pourrais en parler des heures. Il y a la lutte contre les violences, j'en parlais, faites aux enfants. Voilà. Donc, voilà, moi, c'est un axe prioritaire depuis le début, notamment les violences sexuelles, notamment l'inceste. Voilà. Il y a quelques jours, j'ai par ailleurs présenté un plan de lutte contre la prostitution des enfants, voilà, qui touche 7 à 10 000 enfants de notre pays. On bâtit un certain nombre de choses pour mieux prendre en considération, mieux écouter la parole de l'enfant. Ça, on va y revenir. Je sais que c'est un des thèmes que vous voulez aborder, à raison. Pour mieux repérer à l'école les violences qu'auraient pu subir les enfants, pour mieux accompagner en soins les enfants victimes de violences, notamment de violences sexuelles. On les prend trop mal en charge aujourd'hui. Bon, bref, on essaye de bâtir tout ça. Et puis, dernier point, c'est l'amélioration de notre système institutionnel de protection des enfants, donc essayer d'améliorer l'aide sociale à l'enfance. C'est un peu le troisième pilier de mon action. Et donc là, ça se fait avec des gens comme vous, hein, avec des associations, avec les associations qui sont partie prenante, et pas qu'un peu. Ça se fait avec les professionnels aussi, que vous soyez EduxP ou les assistantes familiales, parce qu'elles jouent aussi un rôle important dans cette histoire. Elles accueillent la moitié des enfants qui sont protégés, enfin qui sont placés. Et puis ça se fait avec les départements aussi. Alors on ne va pas embêter nos auditeurs avec des trucs trop techno, mais les départements sont chefs de file, comme on dit. C'est une politique qu'on a décentralisée. Voilà. Mais moi j'ai dit depuis le départ qu'on allait arrêter de se renvoyer les responsabilités les uns aux autres au visage, et qu'on allait tous être au rendez-vous de notre propre responsabilité. Voilà. Et que vous, les enfants, quand vous parliez, vous partagez que vous étiez en première tout à l'heure, la question d'école, et on sait qu'il y a un certain nombre d'enfants de l'aide sociale à l'enfance qui ont un peu plus de difficultés scolaires que les autres enfants de leur âge, et on comprend très bien pourquoi. Ça c'est la responsabilité de l'État et de l'éducation nationale, c'est pas les départements. Les questions de santé, c'est aussi chez nous. Enfin voilà, donc compétences partagées, chacun doit prendre ses responsabilités, être au rendez-vous de ses responsabilités, et pour faire en sorte d'améliorer ce système de protection de l'enfance dont vous êtes un des acteurs. Oui, et puis c'est important de rappeler la chaîne aussi du haut de l'État et votre rôle de ministre jusqu'aux départements qui sont quand même pour nous, on sait ce que c'est, l'ASE, ça nous parle, on connaît nos référents ASE éducatifs, les juges, c'est aussi des gens qui agissent sur le territoire, et puis les institutions qui ont joué un rôle fondamental et prioritaire et premier, parce que c'est les associations qui accueillent et qui accompagnent les enfants, et effectivement les professionnels, il faut bien de rappeler leur rôle dans l'accompagnement des enfants, qui sont en tout cas pour nous des enfants qu'on dit en danger, en difficulté, en tout cas ça reste pour nous des enfants, c'est pas des enfants placés, on parle plutôt d'enfants accueillis ou d'enfants accompagnés. La parole de l'enfant dans nos institutions, en tout cas à l'OPEJ, elle a une importance. Peut-être que là-dessus, Anaïs, tu peux un petit peu nous dire comment, dans ton rôle de délégué, ça se passe. Pourquoi d'abord tu as choisi d'être délégué ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on t'a contraint à ça, ou est-ce que tu as quand même le droit de choisir ? De base, c'était pas choisi. Enfin, de moi-même, c'est pas quelque chose que j'envisageais. Sauf que après, tout mon groupe, du coup, le groupe des grandes filles, des ados-filles, ils étaient là, ouais Anaïs, vas-y, présente-toi, on sait que tu seras un bon porte-parole. Du coup, d'un côté, ça m'a aussi un peu motivée, dans le sens de, elles sentent que peut-être que je serais un peu mieux qualifiée, pas mieux qualifiée, mais que je serais bien qualifiée pour, être un porte-parole par rapport aux enfants, que peut-être je serais mieux gérée par rapport vis-à-vis des adultes, de mieux gérer mes idées, de mieux m'exprimer, du coup, aussi, donc voilà, du coup, j'ai tenté. Tu as été désignée par ton groupe, voilà. Et tu as accepté ensuite ce rôle. Et du coup, j'ai accepté. D'accord, et en quoi ça consiste ? Ça consiste en quoi ? Être délégué, je sais qu'on a des assemblées générales, et chaque groupe, que ce soit les petits, les grands et les moyens, font des demandes. Donc ça peut être améliorer le château, renouveler les peintures des foyers, donc là où... comment ça s'appelle ? Là où ils partagent comment ça s'appelle ? Un lieu de vie commun. Commun. Ouais. Et donc chacun émet ses idées. En fonction de ces idées, soit elles sont acceptées et on voit comment on peut y venir,
soit elles sont en suspens, mais c'est pas parce qu'ils veulent pas, mais ça concerne le budget, ça concerne plein d'autres choses, mais forcément qui est un peu compliqué. Mais voilà, on est un peu le porte-parole du groupe. Mais donc ça veut dire que vous discutez entre vous avant, vous négociez, vos camarades vous disent nous on aimerait bien ça et ça, voilà, vous donnez votre avis, vous vous mettez d'accord sur... Oui, on se prend un temps. On marque tout ce qui nous semblerait, entre guillemets, essentiel. Et après, on en discute. Et après, on peut faire des réunions, du coup, avec que les délégués et la directrice, du coup, du château. Et du coup, pour en parler, pour savoir un peu notre avis. Ou aussi, on peut être amené à parler avec la directrice par rapport aux situations des enfants. Enfin, pas personnelles, mais par exemple, comment nous, on aurait pu réagir par rapport à ça, qu'est-ce qu'on aurait fait, du coup, pour que la situation aille mieux. Ou sinon aussi des demandes de sortie, donc pendant les vacances ou des séjours qu'on fait en séjour d'été pendant le mois d'août. Donc voilà. Et ça, c'est tous les combien c'est dans le cadre du conseil de vie sociale ou... Exactement. D'accord. C'est ce que j'allais... Et vous réunissez tous les... Ça, ce genre de réunion et de demandes et d'échanges avec la direction, c'est tous les combien ? J'ai pas de moment précis. Je sais que les assemblées, c'est quoi ? C'est à peu près une fois par mois. Voilà, à peu près une fois par mois, tous les 2 mois. Enfin, on se pose et on émet nos idées. Et d'après, peut-être 2-3 jours après, c'est là qu'on peut être convié avec la directrice, du coup, pour en parler et pour mettre les choses au clair. Bon. Amel, là-dessus, quel regard tu portes sur ces espaces-là de discussion, de dialogue, de négociation ? C'est essentiel parce que déjà je trouve que les jeunes, le fait en fait d'avoir comme ça des instances qui sont créées où ils peuvent s'exprimer, ça permet surtout de légitimer leurs propos et généralement ils sont beaucoup plus mesurés du coup finalement en fait en croisant leurs regards, alors que si on fait ça de manière en grande assemblée générale, ça part un peu dans tous les sens. Là, ça permet justement au contraire de concentrer leurs idées et d'être justement beaucoup plus fins et je trouve que ils s'en débrouillent très bien. Anaïs, elle a un bon porte-parole et puis c'est aussi un espace qui permet à ces enfants de se rendre compte un peu de ce que ça représente d'être délégué. Qu'est-ce que ça veut dire vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'une société, d'avoir cette place-là, de devoir représenter tout le monde, et aussi de comprendre un peu les complexités de leurs demandes, comment on peut essayer d'y répondre, et du coup ça permet qu'ils comprennent un peu mieux aussi le fonctionnement d'une maison d'enfants, parce que forcément on est dans des discussions beaucoup plus profondes, et c'est toujours très intéressant en tout cas. Pour toi, c'est une manière de répondre aux droits de l'enfant, de respecter ce qui, aujourd'hui, nous anime dans cette émission ? Oui, bien sûr. D'autant plus que... Alors là, on a parlé d'un aspect, mais en fait, il y a plusieurs instances en réalité. Parce qu'il y a... On appelle ça des commissions. Donc, on a la commission alimentation. Donc, ça concerne tout ce qui a trait à la nourriture. Qu'est-ce qu'ils veulent manger, qu'est-ce qu'ils ont envie. Parce que c'est quelque chose d'essentiel. Vous avez fait une émission dessus, d'ailleurs. Il y a aussi d'autres commissions. Ouais. Commission embellissement. Oui. Merci Anaïs, très bien. Commission embellissement qui a pour but un peu de voir comment on peut améliorer le cadre, parce que c'est quand même le lieu où ils vivent. Chaque enfant, quand il est dans sa maison, il a sa petite chambre comme il a envie. Donc l'idée, c'est qu'ils puissent au moins vivre ça de la même manière et qu'ils puissent se sentir chez eux le temps de leur passage ici, qu'il soit très court, qu'il soit long, peu importe. Nous, notre rôle, c'est d'être passage pour eux et puis de faciliter en tout cas leur quotidien. Quand on relit la Convention internationale des droits de l'enfant, il y a 5 principes qui apparaissent comme fondamentaux. Alors, il y a eu plein d'articles qui ont été rédigés par l'ensemble des pays européens, dont la France, mais il y en a 5 qui ressortent. Il y a la non-discrimination, on en dira peut-être un mot tout à l'heure. L'intérêt supérieur de l'enfant, quelque chose qu'on entend souvent dans les textes de loi ou dans la communication autour de nos métiers. Le droit à la survie et au développement, l'opinion de l'enfant et le droit à l'éducation et son but. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, tous ces principes-là, Amel ? Est-ce qu'il y en a un peut-être qui te parle plus que l'autre ? Oui, il y en a. Enfin, moi en particulier, c'est vrai que la particularité de l'Opège, c'est quand même d'avoir une histoire très particulière de par sa naissance. Et c'est vrai que lorsque je suis arrivé, on me parlait d'une maison juive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça représente ? Et finalement, je trouve que moi, tout de suite, on m'a mis très à l'aise sur ce sujet en disant, en fait, chaque enfant qui arrive ici dans cette maison
elle a la possibilité de vivre comme elle le souhaite. Et en fait, ça traduit bien ça sur les droits de l'enfant. C'est le droit de croire ou ne pas croire à ce qu'ils ont envie, que ce soit dans la culture, la religion, quel qu'il soit. Moi, je prends au défi n'importe qui de venir dans la maison et dire qui est juif, qui est musulman, qui est chrétien, qui est athée. Personne ne sait. Parce qu'en fait, chacun peut le vivre comme il a envie, comme il le souhaite. Et ça, c'est pour moi déjà un élément fondamental. Après, concernant les droits de l'enfant, moi, je crois aussi que c'est important au-delà de tout l'aspect de protéger, d'avoir un lieu sécure pour eux. Il y a aussi tout ce qui concerne leur avenir, savoir le droit à la réussite. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire d'essayer d'inspirer à ces jeunes qu'ils ont le droit de croire en eux, parce que c'est des éléments où ils ont tendance, avec leur histoire, qui vivent à parfois être un peu découragés sur certains aspects, et finalement, ils ont souvent les clés sous la main, mais ils ne s'en rendent pas forcément compte. Ils ont tellement de qualité, tellement de potentiel. Moi, je ne suis pas surpris de voir beaucoup de nos jeunes réussir, et c'est parce qu'en fait, ils ont ça en eux. C'est juste qu'ils n'ont toujours pas encore pu voir leur qualité en eux. Et de la même façon, ils nous enrichissent aussi. Hein. Quand tu parles de droit à la réussite, tu penses à quoi ? C'est quoi cette visée que tu as pour eux ? Réussir, c'est quoi ? Pour moi, c'est surtout réaliser au mieux les projets qu'ils envisagent pour eux. Parce que très souvent, on peut avoir le sentiment ils peuvent avoir le sentiment qu'ils n'en sont pas capables, que c'est trop haut, que c'est trop dur. Sur le chemin, en venant ici, on en discutait avec Anaïs pour vous dire... moi, je lui ai expliqué que justement, c'est important qu'ils aient des objectifs aussi hauts soient-ils. Du moment où ils donnent tous les moyens possibles pour réussir, c'est l'essentiel, et surtout qu'ils comprennent qu'ils ont chacun une valeur très importante. Oui, peu importe en quoi ils croient. C'est ça. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, l'important c'est d'abord ils croient en eux. Qu'ils aient un dieu ou pas, qu'ils aient une croyance ou pas, d'abord tu insistes sur un jeune d'abord croire en lui. Et quand il arrive dans ces lieux de protection, ce qui est important c'est de restaurer leur propre estime. C'est ça, bien sûr. Je pense aussi ce qui est très important, c'est être une écoute. Ça c'est essentiel dans notre métier, c'est être une écoute sur ce qu'ils sont, pas vouloir à leur place ce qui devrait être. Et à partir du moment où on entend un peu que ce soit leur souffrance, leurs besoins, leurs envies, qu'ils aient toujours en tout cas le sentiment qu'ils ont une oreille attentive pour tout ce qu'ils vivent et tout ce qu'ils traversent. Et c'est ce qui permet après, je pense, de se sentir de mieux en mieux dans le lieu et en confiance avec les professionnels qui les entourent. Anaïs, c'est quoi ton projet d'avenir ? T'en as un ? Oui, plus tard, je vais devenir sage-femme. Donc, ouais. Tu sais comment y arriver ? Je sais que d'abord, je dois faire 1 an de médecine. Ça va pas être facile, mais je me décourage pas parce que, en fait, moi, je pars du principe que, j'ai beaucoup d'ambition. Je sais que quand j'ai quelque chose en tête, même si ça va être compliqué, des fois, forcément, je vais avoir des baisses de morale. Vas-y, je vais pas y arriver, mais je trouve toujours une façon de me remotiver, ou même mes éducateurs, ils m'encouragent. Vas-y, Inès, tu peux le faire, tu peux réussir, faut pas que tu décourages. Et du coup, ça me pousse encore plus à travailler, pour faire ce que je vais faire plus tard. Elle a dit, et même l'éducateur. Elle a dit, il faut que je trouve la force en moi, et même l'éducateur. Et oui, parce que il nous pousse à travailler, parce que des fois, quand personne nous dit vas-y, c'est bien ce que tu fais, quand personne nous accompagne moralement, on peut se sentir un peu découragé, on se sent seul, on se dit vas-y, peut-être que je vais pas y arriver, donc on essaie de se remotiver un peu tout seul, mais c'est sûr que quand quelqu'un appuie vraiment, quand quelqu'un est vraiment avec toi par rapport à ça, ça donne encore plus envie de réussir, et tu dis que en fait t'en as les moyens. Adrien Taquet, ça vous évoque quoi, ces paroles-là de sincérité et de vignettes de vie? Non, mais c'est difficile de dire quoi que ce soit d'intelligent ou de pertinent après ce qui vient d'être dit, parce que je trouve ça très, très sensible, tout ce que vous avez dit, très, très juste. Je suis sûr que vous ferez une formidable sage-femme, on a besoin de plein de sages-femmes. C'est un magnifique métier. Je vous conseille, je me permets de conseiller à vos éducateurs de vous emmener voir un film sublime sur ce métier qui est sorti, qui s'appelle À la vie, d'Aude Pépin, qui est sur le métier de sage-femme, qui est sur une sage-femme qui vient de prendre sa retraite, et et qu'on voit dans son métier, dans ses convictions. Je pense que ça vous plaira, j'en suis convaincu. C'est un très beau film, très émouvant, très engagé, parce que c'est un métier engagé d'être sage-femme. Donner la vie, quand même, c'est pas simple. Et
avec une très belle phrase qu'elle dit à des jeunes justement qui font ces études. Elle vient donner un cours et elle dit entre la vie et la mort, une femme choisit toujours la liberté. Voilà. Et je trouve ça une très très belle, très jolie phrase. Mais pour revenir à nos sujets, qu'est-ce que ça m'inspire tout ça Non, la question de l'estime de soi et la question de la confiance en soi. Enfin, on sait à quel point c'est important pour chacun de nous, en réalité. Et donc peut-être un peu plus pour certaines personnes, certains enfants, notamment au regard du parcours qui a été le leur. Et voilà, et effectivement, ça renvoie un peu à ce besoin de sécurité là aussi je vais pas être trop techno et trop casse-pied, mais il y a un docteur qui s'appelle le docteur Martin Blachet qui avait fait une étude il y a quelques années pour réfléchir justement à l'intérêt supérieur de l'enfant dans le cadre d'une conférence de consensus. Voilà. Et qui avait dit ce qu'elle avait appelé le méta-besoin, c'est-à-dire le besoin de l'enfant qu'on doit satisfaire si on veut pouvoir satisfaire quelconque autre besoin et donc sans lequel rien n'est possible, c'est le besoin de sécurité. Sécurité physique, matérielle, mais aussi affective, bien sûr. Et tout ce que vous dites, je pense, renvoie assez bien à ça. On parle de quoi ? On parle d'amour, on parle d'aimer les enfants, on parle de leur envoyer le fait qu'ils aient aussi, eux, besoin d'être aimés, d'être soutenus, d'être... Je sais pas, et je sais pas si c'est moi le plus, pour le coup, le mieux placé pour dire ça. Je pense qu'on parle d'attention, on parle de considération à l'autre, on parle d'amour probablement aussi, on parle d'attachement. On sait que la question de l'attachement est souvent un sujet un peu critique, et un sujet qui a été la question du lien d'attachement et de l'attachement qui est en protection de l'enfance. On va pas faire de l'archéologie de la protection de l'enfance, mais qui a été un peu compliqué à appréhender parfois à certaines époques, où on disait aux éducateurs, aux assistantes familiales, ne vous attachez pas à l'enfant. Il ne faut pas s'attacher à l'enfant parce qu'il y a une famille derrière. Ah oui, mais en fait, quand on réfléchit les uns et les autres là, dans notre vie, on s'est construit sur des multiples liens d'attachement qui ne se limitent pas à notre père et à notre mère, mais à peut-être d'autres personnes de notre famille, peut-être à un prof qu'on a rencontré, à des amis, à un entraîneur de foot, j'en sais rien. Et donc on se construit au travers de ces multiples liens d'attachement, et c'est ça qu'il faut offrir à ces jeunes aussi. Il y a certes la famille, quand c'est possible, et puis parfois ce n'est pas possible, et il faut aussi savoir le dire, le reconnaître, en tirer toutes les conséquences, mais il faut aussi les aider à bâtir ces liens multiples d'attachement qui sont autant de sécurité pour se construire cet avenir que vous évoquiez, ces projets qu'ils ont envie qu'ils doivent poursuivre, et ces rêves même. On n'a pas parlé de rêves, mais c'est des rêves au départ. Oui. Voilà. Et oui, derrière le projet, il y a toujours quelque chose qu'on ambitionne pour un avenir. Donc c'est vrai qu'on se donne le droit aussi à rêver et à parler. Ce que vous dites là me fait penser aussi à quelque chose qui revient beaucoup dans les formations d'éduc, mais il ne s'agit pas de tout revoir là-dessus, mais c'est cette question de la juste distance avec l'enfant. Ouais. On travaille beaucoup sur cette question de la proximité, de comprendre l'enfant, de se rapprocher. Tu as parlé beaucoup d'écoute et de parole. Et je pense qu'il y a aussi cette question de comment on recherche une continuité si on n'est pas en lien, si on n'est pas avec l'autre, avec celui qui à un moment donné a un besoin, ou même qui a simplement un désir de grandir, et que c'est ça, je pense, le métier éducatif le plus fondamental, même en tant que parent. On ne peut pas imaginer d'être en distance avec quelqu'un qui, à un moment donné, est dans le besoin. On va faire une petite pause musicale. Anaïs, un dernier mot, peut-être à adresser à Adrien Taquet avant de lui dire au revoir sur l'antenne. En me regardant. C'est porte-parole, il a un peu le même rôle que toi, tu sais, à plus grande échelle. Oui, voilà, en fait, c'est... Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Plaisir partagé. Alors, un dernier mot. Non, merci en tout cas de l'attention que vous portez aux enfants qu'on accompagne et à nos métiers, parce que c'est si ça peut être des moments compliqués, c'est aussi des moments de grande joie. En tout cas, on essaye de faire le maximum pour ces enfants-là. Ouais, voilà. Non, mais je sais, enfin, et puis on va après passer à la pause médicale, mais je sais que c'est compliqué, je sais que c'est particulièrement... Ça a été compliqué pendant la crise sanitaire, mais je sais aussi que le travail social est en souffrance, comme on dit, ça fait un peu expression galvaudée, mais je sais que ça renvoie à une réalité. On a revu un peu les formations, etc., mais je sais qu'il y a des choses à faire, je sais que
c'est de plus en plus dur dans le quotidien quand même pour vous. Et donc, il y a des réflexions à mener. On va essayer de les initier parce que voilà, il y a des besoins de meilleur accompagnement, de meilleure reconnaissance des travailleurs sociaux, financière peut-être, probablement. C'est pas votre employeur, c'est plutôt de l'autre côté de la table en l'occurrence, mais pas que, je pense, mais pas que. Voilà, reconnaissance. Pause musicale et on va en parler pendant la pause. Merci beaucoup, Amel, Anaïs. Merci à vous. Merci. Mon héros il serait comme moi un peu gros, noir, mignon et sans trop de cheveux tout en haut. Pour le caractère, un peu tête en l'air, flemmard fatigué, mais aussi je l'espère, intelligent, rusé, gentil, attentionné, drôle, enfin je le crois. C'est à vous de juger, généreux quand je veux, avec ce que j'aime, courageux quand je peux. Si ça vaut la peine, ma vie est un jeu dont je suis le héros. Ma vie est un grand jeu vidéo. Ma vie est un jeu dont je suis le héros. Ma vie est un grand jeu vidéo. Mon terrain de jeu, c'est la terre entière, pas de limites, pas de frontières, une infinité de possibilités. Depuis la Guyane, j'ai beaucoup voyagé, j'ai découvert de nouveaux mondes, j'ai partagé de bonnes ondes. Certains m'ont aidé, d'autres m'ont attaqué, certains m'ont aimé, d'autres m'ont détesté. Ma vie est un jeu dont je suis le héros. Ma vie est un grand jeu vidéo. Ma vie est un jeu dont je suis le héros. Ma vie est un grand jeu vidéo. De retour sur le MAC de l'Opège, on est dimanche 21 novembre. Invité très spécial aujourd'hui, Adrien Taquet, merci encore d'être là avec nous, secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, et de nouveaux invités qui nous rejoignent. Bonjour. Bonjour. Chalice. Oui, c'est ça. Alors, d'où tu viens, Chalice ? Je viens de la maison d'enfants Opège à Rueil. Je m'appelle Chalice, j'ai 14 ans et je suis en 3e. Ok, bienvenue. Depuis quand tu es à l'Opège, Chalice ? Ça fait 1 an en août. Ok. Donc 1 an et un peu plus. Et quelques mois. Ok, merci d'être là. Prendre un petit peu la parole avec nous sur cette émission spéciale. Ludivine, bonjour. Bonjour. Alors, Ludivine, d'où tu es ? Qui tu es ? Alors, moi, je suis Ludivine Bredge. J'ai la chance d'occuper la fonction de directrice de la maison d'enfants de Rueil-Malmaison, au sein de la Fondation Opège, depuis quelques années. Maison d'enfants, elle fonctionne comment ? Qui l'accueille ? Combien d'enfants ? Elle accueille une 60aine d'enfants du département du 92 essentiellement, mais aussi des départements limitrophes qui sont placés sur des décisions judiciaires ou administratives, la plupart du temps judiciaires. Ils ont de quel âge à quel âge, les enfants, dans cette maison ? De 5 ans à 21 ans. On a Tout des à l'heure, petits et des grands. Le ministre parlait de prévention et de protection. C'est des choses qui vous parlent aujourd'hui dans vos métiers, dans vos équipes ? Oui, et on sent bien d'ailleurs que la politique de prévention s'est améliorée ces dernières années, puisqu'on sent que les placements arrivent un peu plus tard dans l'évolution de l'enfant, ce qui nous fait d'ailleurs travailler autrement et envisager l'accueil des enfants et l'organisation de la maison d'enfants autrement. D'accord. Le fait qu'il arrive plus tard, ça veut dire quoi ? Pour qu'on comprenne ? Et ça veut dire que d'autres solutions ont été envisagées avant le placement, et parce qu'il y a d'autres dispositifs maintenant en place qui permettent d'accompagner les parents avant la séparation. Et du coup, voilà, ça prend des années, alors qu'avant, peut-être, les placements arrivaient un peu plus vite. Là, on a des situations qui arrivent jeunes, mais c'est des situations qui sont peut-être un peu plus abîmées au départ et qui, du coup, demandent un accompagnement plus complexe. Parce que quel est le but de cet accueil quand un enfant arrive, il est séparé de ses parents, parfois de ses frères et sœurs, ou pas. Quel est l'objectif du travail qu'on a entendu tout à l'heure grâce à Amel et à Anaïs, c'est-à-dire on protège, on accompagne, on fait grandir, on fait rêver, on projette l'avenir, mais est-ce que c'est un but de protéger le plus longtemps possible ? Est-ce qu'il y a aussi un travail avec la famille ? Tout à l'heure j'ai entendu Adrien Taquet dans son changement de rôle, vous avez intégré le fait que c'est plus la protection de l'enfance, mais l'enfance et la famille. Et les familles. Et un petit mot là-dessus peut-être, sur cette
aussi mission de travail avec les parents. On parle beaucoup de compétences parentales. Comment vous travaillez là-dessus, Alors dans déjà, la maison? la première mission qu'on se donne à la maison d'enfants, c'est de sécuriser. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. La sécurité, c'est évidemment le besoin premier que l'on vise et l'objectif qu'on vise tous. Après, la question des parents, alors chez nous, elle est très importante. On parlait tout à l'heure de la notion de l'attachement. Alors nous, à la maison de Rueil, mais j'imagine aussi à Maubuisson, on s'attache et on ne se cache pas de s'attacher, on ne se prive pas de s'attacher, parce qu'évidemment, ça fait grandir les enfants. C'est des tuteurs, en fait. On repose tous sur des gens auxquels on s'est attaché. Donc cette notion-là, elle est très importante et elle est possible parce qu'on respecte les parents et la place des parents et des familles. Quand les familles sont élargies, et à partir du moment où la famille a une place, on peut librement s'attacher à l'enfant. C'est l'équilibre des deux, je pense, qu'il faut réussir à trouver. Et ce à quoi on est très attaché, nous, à Rueil, il y a une place très importante qui est donnée aux familles, peu importe leur histoire, peu importe leur fragilité. Ils n'ont pas que l'étiquette de parents d'enfants placés. C'est des parents et des personnes. Et ça, on y est très attentif. De quelle manière vous associez les parents? Parce qu'on a entendu la vignette d'Anaïs sur le rôle d'un délégué. Est-ce que les parents, ils ont aussi une place autre que dans les rendez-vous avec les juges, avec les services sociaux? Comment les parents interviennent et de quelle manière? Alors, les parents ont leur place à la maison d'enfants. Ils n'y dorment pas, bien sûr. Ils ne font pas partie des temps au quotidien, mais ils sont reçus régulièrement, ils sont considérés. Donc après, ça passe, oui, par des rendez-vous, des entretiens avec les psychologues, des rendez-vous avec les professionnels, des temps de partage avec leurs enfants quand qu'il y a des visites médiatisées. Mais c'est surtout une considération tout au long du placement, de l'accueil à la sortie. On a développé récemment un pôle, un service qui s'occupe essentiellement des familles à la maison d'enfants de Rueil. Donc on a une équipe dédiée essentiellement aux parents et qui accompagne les parents, puisque avoir un enfant placé, ça veut dire qu'on a soi-même eu des difficultés en tant qu'homme, femme et en tant que parent, et que du coup la solution c'est pas que la séparation, parce que c'est dur d'être parent. Bien et sûr. Alors c'est encore plus dur d'être parent quand on n'a pas ses enfants et quand on a cette fameuse étiquette de parent d'enfant placé. Donc du coup c'est comment accompagner le parent dans le placement de son enfant. Et ça c'est quelque chose que l'on travaille beaucoup avec nos professionnels. On entend effectivement. Excusez-moi, oui. Il y a également une fête en fin d'année où on peut accueillir les parents. Sauf que là, avec le Covid, ça a été compliqué, je crois, pendant 2 ans, mais j'étais pas là avant. Mais comme ça, ils peuvent voir où leurs enfants vivent et comment ils vivent, et comme ça, c'est beaucoup mieux. Pour toi, c'est important? Oui, bien sûr, ils sont beaucoup plus intégrés. Ça paraît évident pour toi? Oui. J'allais dire que quand un enfant arrive à un moment donné à être séparé de ses parents, c'est que ça ne va pas au sein de la famille. Et que là, à ce moment-là, la maison d'enfants, l'OPEJ, prend un rôle de relais. Mais pour toi, il est quand même important que cette place que les parents... oui, quand même, parce qu'ils restent parents. Enfin, ils restent nos parents. Ils ont besoin de savoir si on est en sécurité ou pas. Bon, il y a bien sûr sûrement des cas où les parents ne peuvent pas venir par sécurité. Mais la plupart, je pense qu'ils peuvent. C'est quelque chose que vous avez, vous, identifié dans vos évolutions de vos missions, la question de la place de la famille et de l'enfant. On entend souvent qu'il faut séparer le parent et l'enfant, qu'il y a ce lien biologique qui, quand même, anime beaucoup de nos débats en interne. C'est pas que à la télé, c'est aussi dans nos propres, orientations stratégiques et éducatives. Et qu'est-ce qu'on maintient? Qu'est-ce qu'on maintient moins? C'est toujours compliqué. C'est extrêmement compliqué, complexe. Et philosophiquement, j'ai envie de dire, et dans le quotidien surtout. Et c'est l'expérience des professionnels qui répond à ces questions-là, mais c'est vrai que il y a eu et avec des effets de balancier dans l'histoire de la protection de l'enfance en France, où pendant très longtemps il y a eu le primat du maintien à tout prix du lien biologique, et puis il y a eu d'autres effets où il y avait plutôt il faut séparer à tout prix l'enfant, la famille est une menace pour lui, bon. Et je pense, j'ose espérer. Et quelle est la réponse? Quel est le bon curseur? Quelle est la réponse équilibrée entre ces deux pôles? C'est l'intérêt supérieur de l'enfant, en réalité. Voilà, ça doit être ça le point de départ et le prisme, la grille d'analyse de toute décision qui doit être prise. Et donc, je pense que on a, dans la loi, en tout cas, depuis 2016, avec le projet pour l'enfant, qui replace justement l'intérêt supérieur de l'enfant au début et au centre de toute réflexion, de toute décision qui le concerne, on a trouvé le bon équilibre. Après, je vous parle de la loi. La loi, c'est très bien, c'est super. Enfin, la loi, ça ne fait pas tout, parce qu'autrement, ça serait trop simple. Il y a après les pratiques professionnelles. Et donc ça, c'est l'expérience, c'est les formations de chacun. C'est après l'expérience de chacun.
Et puis parfois, l'expérience et les pratiques professionnelles, c'est ce qui est dur à faire changer, hein, parce que c'est normal quand ça fait 20 ans qu'on fait ce métier et qu'on l'a fait d'une certaine façon et qu'on vous dit non, en fait, il faut... Bon, donc tout ça évolue progressivement, mais je crois que la boussole, et je sais que c'est le cas des professionnels, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant, mais la question de la juste distance vis-à-vis de l'enfant, la question de la place de la famille, du professionnel de l'enfant, c'est des sujets éminemment complexes et ça ne m'étonne pas que ça anime vos débats et vos Oui, journées. parce qu'il y a des changements de modèle de société. Effectivement, vous avez relevé pendant des années, il y a une vraie politique familialiste. Et les juges, les services sociaux et les établissements qui aussi pouvaient considérer que la famille était une menace, qu'il ne fallait surtout pas qu'elle rentre dans les lieux de vie, parce qu'il fallait vraiment séparer les espaces. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on est sur des systèmes qui s'hybrident, c'est-à-dire de réfléchir autrement. Et puis, quand un placement est trop long, est-ce que vraiment il protège ? Parce qu'un jour ou l'autre, cet enfant va peut-être vouloir retrouver son père, sa mère dans son parcours. Quand on réussit, quand on a des enfants soi-même, il y a quelque chose comme dans le lien qui ne peut pas totalement s'arrêter du jour au lendemain. Et Ludivine le pointait, c'est-à-dire qu'il y a aussi des problématiques liées à l'adulte. C'est aussi des problématiques sociales qu'aujourd'hui les services sociaux se posent. C'est pas uniquement l'enfant à protéger. Il y a aussi un environnement qui sécure. Quand je regarde les textes de loi, c'est vrai qu'on ne parle que de l'enfant et c'est fondamental, mais l'enfant n'est jamais quelqu'un qui naît de nulle part. Absolument. Et je le dis en plus en regardant notre histoire, parce que tout à l'heure Amel évoquait cette question-là. Quand Lopège est né, il est né des orphelins. Ouais. Il est né des enfants cachés qui n'ont pas connu leurs parents. Et je pense que ça nous a toujours marqué nous-mêmes dans nos propres sujets de travail. Parce que quand on est sans parents, quand on arrive un jour dans une maison d'enfants sans parents, c'est un sujet du quotidien. Où est mon père, où est ma mère ? Et donc même symboliquement, il fallait que je ne sais pas si c'était des éducateurs à l'époque, plutôt des résistants, qui sauvaient ces enfants-là, mais en tout cas, ça reste un sujet transversal dans une société qui cherche effectivement, je dirais, le bon diapason, de manière le plus harmonieuse possible pour faire que ces enfants grandissent dans ces lieux, où à la fois il faut une séparation nécessaire, et à la fois aussi il faut reconstruire des liens qui se sont abîmés. Parce que si on parle de liens abîmés, il faut bien chercher à les réparer. Enfin, en tout cas, je pense que c'est la logique un petit peu que vous essayez de porter dans ce pôle familial, par exemple. Mais si je peux me permettre d'aller un peu au-delà, non pas au-delà, mais élargir encore un peu le propos. Je parlais de liens multiples d'attachement tout à l'heure. Même quand ils sont abîmés avec les parents, je l'évoquais, on a pu développer des liens d'attachement avec d'autres. Et l'institution... Moi, j'ai toujours dit qu'il y avait 3 cercles de protection autour de l'enfant. Le premier cercle de protection naturel, normalement, c'est la famille. Le deuxième cercle de protection, c'est la famille élargie. C'est ce qu'on appelle les tiers dignes de confiance. Voilà. C'est tous ces liens multiples et variés que l'enfant a pu tisser et sur lesquels il peut se bâtir. Puis le troisième cercle de protection, c'est l'institution. Bon. Il y a des pays où il y a beaucoup moins d'enfants placés dans des institutions. En Allemagne, par exemple, où on recourt beaucoup plus à ce qu'on appelle le tiers digne de confiance. C'est-à-dire se dire, avec les parents, ça ne le fait pas, mais est-ce qu'il n'y a pas dans l'environnement proche de l'enfant des personnes qui pourraient s'occuper de lui sans qu'on ait à le placer, excusez-moi du terme que je n'aime pas du tout, mais dans une famille d'accueil ou dans une institution. Bon. Et vous savez qu'il y a un projet de loi là, qui est en cours, qui sera en débat au Sénat le 14 décembre, où l'article 1er demandera aux travailleurs sociaux d'un côté et aux juges de l'autre d'envisager s'il n'y a pas un tiers digne de confiance auquel on pourrait confier l'enfant avant d'envisager de le confier à une institution. Voilà. Et ça doit être une voie supplémentaire. Moi, vous savez, il y a un tiers des courriers que je reçois au ministère. Ce sont des grands-parents, des oncles, des tantes, des voisins parfois, parce que il n'y a pas forcément de lien familial. Ça peut être un voisin, un ami, etc. qui dit, mais moi, je ne comprends pas. Mon petit-fils, ma nièce a été placée alors que j'aurais pu m'en occuper. Bon. Voilà. Et donc ça, il faut qu'on progresse sur ce chemin-là aussi, parce que c'est une solution supplémentaire. Enfin, une fois encore, quand on part de l'intérêt supérieur de l'enfant et de ses besoins, pour certains, pas pour tous, pour certains, ça peut être une solution et qui n'est pas aujourd'hui suffisamment mobilisée. Voilà, donc on essaye de faire bouger ça aussi. Oui, ça rejoint tout à l'heure ce que vous disiez, Adrien Taquet, c'est-à-dire la continuité dans l'environnement premier de l'enfant, quand il quitte son école, ses copains, sa famille, parce que l'on parle d'enfants qui sont confiés. Son frère, sa sœur. Je rejoins le thème enfant placé, même si un film là va sortir et que vous nous conseillez aussi, qui s'appelle Placé, mais non pas plus d'enfants confiés, d'enfants accueillis. Je trouve que dans le mot confier, il y a quelque chose de fort, il y a une confiance, je te confie ma vie, et moi je peux aussi être celui qui va t'écouter comme un bon confident. Tout à l'heure on a entendu Anaïs l'évoquer. Il y a cette idée que moins on le place moins on le déplace en fait. Il y a des ruptures. Ça renvoie aux fameuses ruptures de la protection de l'enfance qui sont terribles.
pour les enfants. Dans votre structure, vous essayez de travailler cette question-là aussi sur d'autres dispositifs, la question de maintenir l'enfant dans son environnement originel, dans là où il vient, dans son école, dans sa famille. Oui, on a à Reuil un dispositif qui s'appelle l'accueil de jour familial. Ouais. Et donc, c'est un accueil de jour où l'équipe éducative et la psychologue accompagnent les parents alors que les enfants sont encore au domicile. Et donc là, effectivement, c'est se soucier de tout cet environnement autour de l'enfant qui comprend les parents, mais aussi l'école, la famille élargie, les médecins, le CMP, les psychologues qui accompagnent l'enfant et de voir vers quel levier on peut aller, de qui on peut se servir un peu pour s'appuyer et éviter les séparations ou éviter d'autres mesures encore plus contraignantes. Donc ça, c'est quelque chose c'est un autre service, c'est pas la maison d'enfant, mais ça reste du champ de la protection de l'enfance, Ludivine. Ouais. C'est maintenir l'enfant dans son environnement originel et ne pas le déplacer forcément ou le séparer de sa famille quand c'est possible en tout cas. Vous avez des frères et sœurs, vous Oui, j'ai un frère. Qui est aussi confié ou non, en fait, il est à Versailles parce que de base, en fait, j'ai changé de foyer parce que j'étais trop jeune. Enfin, non, pardon, trop âgée. Mais donc lui, vu qu'il a 2 ans de plus que moi, il est parti avant et il devait sûrement plus avoir de place à l'Opège à ce moment-là. D'accord, mais il est aussi confié à l'aide à l'enfant. D'accord. Et donc vous êtes quand même séparés là, tous les deux. Oui. D'accord. Et vous voyez ? Oui, que les week-ends. Ok. Donc tu maintiens le lien. Oui. Vers quoi tu te diriges, toi, dans ton projet de formation scolaire ? Ça se passe bien déjà au collège ou pas ? Oui, ça se passe très bien. Vous êtes très jeune encore. Moi, j'ai toujours voulu faire quelque chose avec la justice. Pas spécialement dans le droit des enfants, mais surtout protéger les minorités. Enfin, plus me diriger vers les minorités. Soit donc avocate. Là, je vais faire mon stage de 3e dans un cabinet d'avocat pour voir si ça m'intéresse. Soit un autre métier que je verrai plus tard. Ok, donc attention, tu as une future avocate dans tes rangs. Tu as un rôle au sein de la maison. Tu es déléguée comme Anaïs ? Non, en fait, on n'a pas encore élu nos délégués, mais j'ai présenté. Je suis déléguée par contre au collège. Ok. Et je suis aussi déléguée des délégués. Ok. Bon, merci d'être là pour en dire un petit peu. Yeah. Dans cet anniversaire d'Anetaké, qu'est-ce que vous imaginez pour l'avenir ? Pour les enfants en général, un anniversaire, qu'est-ce qu'on souhaite ? Qu'est-ce que vous pourriez souhaiter aux enfants de la protection de l'enfance et plus largement ? Alors, moi, il y a beaucoup de sujets, mais je me suis fait la remarque il y a 2 ans à l'occasion du 30e anniversaire, donc c'était en 2019. Donc c'est le 30e anniversaire. Donc c'est-à-dire que la Convention internationale des droits de l'enfant, elle a été élaborée, signée, etc. en 1989. Et en 1989, il y avait un truc qui n'existait pas, qui s'appelle Internet. Et donc dans la Convention internationale des droits de l'enfant, même s'il y a eu des trucs additionnels, etc., il y a très peu, en fait, cette dimension-là n'est pas abordée, n'est pas intégrée en tant que telle. Alors que, quand même si Internet, les réseaux sociaux, et ça, c'est un formidable outil d'émancipation, de connaissance, bref, c'est quelque chose de formidable. Ça représente aussi un certain nombre de menaces nouvelles pour les enfants. Sur la protection de leurs données, de leur identité, et puis sur des choses plus graves. Si je parlais de cyberharcèlement tout à l'heure, pédocriminalité, accès précoce à la pornographie, bon. Un certain nombre de menaces nouvelles ou facilitées, amplifiées par l'ère numérique. Et donc, moi je pense qu'il faut, s'il y a un défi, il en est beaucoup, mais il y a un défi un peu nouveau, un peu renouvelé, qui est d'assurer une meilleure protection des enfants dans l'ère numérique. Voilà. Et c'était un peu le sens déjà d'une intervention du président de la République à l'UNESCO, donc il y a 2 ans à l'occasion du 30e anniversaire de la Convention, et puis qu'il a réitéré là en lançant un appel à l'action aux États dans le monde, aux acteurs privés, c'est-à-dire aux plateformes, aux réseaux sociaux, etc., parce qu'elles sont partie du problème, donc elles doivent être partie de la solution, et puis aux grandes ONG, commencé par l'UNICEF, et le président de la République au Forum de Paris pour la paix a lancé un appel à l'action pour que nous renforcions les droits des enfants dans le monde numérique et la protection des enfants dans le monde numérique. Voilà, je pense que c'est un des grands défis qui est devant nous, dans lequel nous sommes déjà aujourd'hui. Hein. En fait, que ce soit un droit qui soit plus évolutif, qui s'adapte plus aux réalités il faut que l'on complète, je crois qu'il faut que l'on complète les droits qui sont dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Il faut qu'on le complète de dispositions spécifiques qui tiennent compte des défis nouveaux que nous posent Internet et les réseaux sociaux.
Voilà, où c'est quand même l'anonymat qui prime, où la question de l'âge est quand même assez incertaine, puisque il y a une lanceuse d'alerte tout récemment qui a quitté une grande plateforme, un grand réseau social, et qui en a livré quelques documents internes qui montrent que, notamment l'âge, c'est-à-dire le fait qu'on ne puisse pas s'inscrire sur ce réseau social, en l'espèce c'est Facebook, avant 13 ans, dans la réalité... c'est beaucoup de jeunes qui ont moins de 13 ans qui y sont inscrits et il semblerait que Facebook soit tout à fait au courant, ce qui est un peu problématique. Bon, bref, il y a quand même un certain nombre de choses à améliorer, à renforcer. Et puis, moi je pense que sur ces sujets-là, vraiment on peut tous se retrouver, c'est-à-dire au niveau européen, entre pays. Et puis souvent, il y a sur les questions de l'Internet, au regard de la liberté d'expression, etc., il y a souvent une opposition entre l'Europe et les États-Unis, où on a une approche un peu différente. Les États-Unis étant plus sur la liberté de l'Internet originel, etc., et nous étant plus protecteurs. Sur la question des droits de l'enfant, et des droits de l'enfant et du respect de la protection des enfants, je pense, et je sais, pour en avoir discuté un peu avec des acteurs là-bas, on peut se retrouver. Parce que tout le monde a conscience que c'est bien trop important. Voilà, donc il y a vraiment un chantier nouveau. C'est un des chantiers qu'on va essayer de porter parmi d'autres. Vous savez que la France va présider l'Europe à partir de janvier. Voilà, il y aura un certain nombre de chantiers dans ce champ-là. Donc voilà. Il y a des métiers pour les avocats futurs. Alors travailler sur le droit. Avocats futurs, donc ça Chalice c'est sur le bon créneau. Ça, il y a le droit qui s'adapte. Absolument. Adrien Taquet, merci beaucoup pour Merci, votre... c'est passé très très vite. Ouais. On devait parler vachement de la parole de l'enfant, tout ça. Je sais pas si on a parlé. Écoutez, on me fait signe, mais c'est votre équipe et celle de radio la RCJ qui me dit faut arrêter. Ouais. Mais maintenant, l'invitation court toujours. Bah écoutez, tant que vous êtes tant que je suis là, il va falloir se parce que vous l'avez dépêcher. dit tout à l'heure, mais même au-delà. Vous étiez venu en 2017, juste avant d'être nommé. Absolument, j'étais député, ouais. Exactement, avec Agnès Buzyn et Nicole Belloubet. On était à ce moment-là à Rueil-Malmaison très heureux de vous accueillir dans cette délégation Misaël. J'ai un très bon souvenir. Et nous aussi, mais l'invitation court toujours. Bon, bah très bien. Donc on pourra continuer ce débat-là, j'espère, prochainement. Merci beaucoup, Chalice, d'être venue jusqu'à nous. De rien. Merci Ludivine. Merci. Et merci à CJ pour... Oui, merci Anaïs. Merci Anaïs. Et merci Amel. Merci à CJ pour votre accueil. À très bientôt. Merci à tous. Merci. Aujourd'hui je pars en vacances, en Guadeloupe et en Martinique. Aujourd'hui je pars, quelle chance, en avion c'est fantastique. Avec mon père et ma mère, ma petite sœur, mon petit frère. Et puis les amis aussi, Chris, Angel, Téchan et Sully. La vie serait belle, belle